Nous allons à présent commencer quelques révisions de principes de physique. C'est pas très compliqué, mais ça nous servira à appréhender tous les principes de base de mesure de pression, de niveau et de débit. Premier principe, le principe de Pascal. Donc un liquide ou un gaz enfermé dans un récipient, il exerce en tout point une pression perpendiculaire aux parois. Que ce soit un ballon, donc une forme sphérique, ou bien une forme parallélépipédique, ou bien cubique, à partir du moment où il y a un gaz ou un liquide à l'intérieur qui est sous pression, cette pression va s'exercer en chaque point de chaque surface suivant la relation P égale F sur S, avec dans le système international F en newton, P en pascal et S en mètre carré. On a la fameuse expérience du tonneau de Pascal, où lorsqu'on insère une canne très grande dans le tonneau et puis qu'on verse depuis l'extrémité du tonneau de l'eau, par exemple, et bien l'eau, en chaque point où elle sort du tonneau, sort perpendiculairement au tonneau. Après, elle redevient verticale à cause de chaque particule de fluide qui possède des molécules qui sont soumises à la force de pesanteur, donc ça redevient vertical, mais au départ, ça sort perpendiculaire du tonneau, donc établi par Blaise Pascal. Deuxième principe très important en mesure de niveau, notamment, c'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Tous les points dans un liquide de masse volumique ρ, qui sont situés de même profondeur piézométrique, subissent la même pression. Et on a la relation P égale ρgh, avec P en pascal dans le système international, ρ en kg par mètre cube, G égale 9,81 mètres par seconde carré, et H est exprimé en mètres. Donc ça, c'est une relation qui est très très importante. Autre relation, le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide de masse volumique ρ subit une force qui s'appelle la poussée d'Archimède, dirigée du bas vers le haut, le point d'application situé au centre de gravité du corps, et cette force est égale en norme au poids du volume déplacé. On a donc cette force, cette poussée d'Archimède qu'on appelle pi, pi égale ρVg en volume, avec pi en newton, V en mètre cube, G égale 9,81 mètres par seconde carré. Ça nous vient donc d'Archimède. Et on a la relation, une définition de ce qu'on appelle un poids apparent. Le poids apparent, c'est égal à P moins la poussée d'Archimède. Grand moment de rappel de physique, l'équation de Bernoulli. Alors cette équation de Bernoulli, elle va nous servir à quantifier des formules pour effectuer des mesures de débit. Ça a été établi par Daniel Bernoulli. Et afin de simplifier les choses, puisqu'on n'est pas là pour faire un cours de mécanique des fluides de plusieurs dizaines d'heures, on va faire des hypothèses de travail qui vont la plupart du temps correspondre à nos applications dans la réalité. Ces hypothèses de travail, elles nous disent que le fluide il est parfait, il est non visqueux et monophasique. La masse volumique est constante dans chacune de nos études qu'on va faire après. L'écoulement est adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur des systèmes qu'on étudie. L'écoulement est stationnaire, c'est-à-dire que la pression et la vitesse en un point, elles sont identiques à chaque instant. Et il n'y a pas de frottement, dans un premier temps. On va ensuite rajouter les frottements dans notre étude, et ce sera la seule chose qu'on ressortira des hypothèses de travail. Alors avant d'établir l'équation de Bernoulli, il est bien important de comprendre ce qu'est une équation de continuité. Une équation de continuité, eh bien, c'est une équation qui exprime un bilan de matière entre ce qui rentre d'un système et ce qui sort d'un système. Donc on a un tube de courant qui est constitué de lignes de courant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si à l'entrée de notre tube de courant, on a une surface SA avec des particules de fluide qui vont à la vitesse UA en chaque point de cette surface, eh bien, si on considère à nouveau une nouvelle surface un peu plus loin dans le tube, où on a une autre surface SB plus petite dans le cas que j'évoque ici avec une vitesse UB, eh bien, on va définir par le terme de débit volumique la conservation du produit SU dans chacun des cas. Donc la quantité qui rentre, c'est égal à la quantité qui sort dans un tronçon choisi dans un tube. Ça s'appelle l'équation de continuité. L'équation de Bernoulli, elle a une autre approche. L'équation de Bernoulli, elle est faite pour exprimer une conservation d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'énergie cinétique de chaque particule qui est dans le tube, sous forme de 1,5 de mv2, comme en mécanique classique, plus P fois M sur ρ. Ce terme-là, c'est une énergie en pression. Et MGH, c'est une énergie potentielle. Et la somme de ces trois énergies, en chaque point de notre conduite, eh bien, elle est constante.
Alors on peut la mettre sous une autre forme en divisant de chaque côté par m sur ρ. On obtient la deuxième forme de l'équation de Bernoulli qui est 1/2 de ρv carré plus p plus ρg h égale constante. On appelle ça, on va la mettre sous la forme de pression. Et on a l'égalité suivante, donc entre deux points d'une conduite, on peut écrire l'équation de Bernoulli, c'est-à-dire qu'on a 1/2 de ρv1 carré plus p1 plus ρg h1 qui est égal à 1/2 de ρv2 carré plus p2 plus ρg h2. La somme des trois énergies est conservée entre un point 1 et un point 2 d'une conduite. Alors, si on considère le système suivant, c'est-à-dire une vanne F01 avec un organe des primogènes FE01, on a une mesure de pression qui est faite bien avant l'entrée de la vanne, PT1, par un transmetteur PT1, et une mesure de pression par le transmetteur PT2. Et bien si je m'intéresse à une ligne piézométrique de référence qui est arbitraire, hein, qui est une base de calcul, alors je peux représenter une courbe piézométrique, une courbe de charge qu'on appelle ça. En l'occurrence, je sais qu'à cet endroit de la conduite, j'ai la pression P1 dans ma ligne. Donc je vais exprimer ma ligne de charge et je vois que ma pression P1, elle va petit à petit diminuer au fur et à mesure que j'avance dans la conduite. Ça, on va le voir dans quelques instants, c'est dû aux pertes de charge. Les pertes de charge sont des caractéristiques intrinsèques du circuit hydraulique qui va donc faire de la résistance à l'écoulement. Quand on arrive au trait de la vanne, on a franchement ce qu'on va appeler une perte de charge, une différence de pression au bord de la vanne. Ensuite, entre la vanne et puis l'organe des primogènes, on a une pression qui a chuté après la vanne et qui continue à chuter parce qu'on progresse dans la tuyauterie. Au bord de l'organe des primogènes, j'ai une chute de pression. Et entre la sortie de l'organe des primogènes et puis la fin de mon circuit, j'ai à nouveau ma pression qui chute dans ma ligne à cause de mes pertes de charge. Alors les pertes de charge, il y en a de deux types. Il y a les pertes de charge régulières qui sont dues à des frottements internes. C'est lorsque l'on a notre droite qui est faiblement décroissante. Ça s'appelle les pertes de charge régulières. Et puis on a les pertes de charge singulières qui sont dues aux obstacles que l'on met à l'écoulement. Par exemple une vanne, un organe des primogènes, ça peut être un coude, ça peut être tout élément qui va modifier la longueur droite d'une tuyauterie. Dans ce cas-là, dans le cas d'apparition d'une perte de charge, eh bien, on réécrit l'équation de Bernoulli qu'on appelle l'équation de Bernoulli généralisée, toujours entre deux points 1 et 2, qui sont par exemple dans mon cas le début puis la fin de mon tronçon, de mon circuit hydraulique. Alors je dis que 1/2 de ρv1 carré plus P1 plus ρgh1 est égal à la sortie de mon tube de courant, 1/2 de ρv2 carré plus P2 plus ρgh2 plus la delta P qui est égale à P1 moins P2, c'est-à-dire tout ce que j'ai perdu le long de mon circuit, indépendamment de l'équation de Bernoulli, mais uniquement dû au frottement interne à l'intérieur de la tuyauterie, parce que par exemple une tuyauterie elle possède une certaine rugosité interne, donc toutes ces aspérités rugueuses freinent l'écoulement et nous font chuter la pression statique. C'est pour ça qu'on rajoute la différence de pression perdue dans le deuxième terme de l'équation de Bernoulli. On va se poser à présent la question de savoir comment caractériser un écoulement. Un écoulement, ça se caractérise par un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds, qui est égal à ρ fois V fois D sur mu, c'est-à-dire V fois D sur nu. Alors, mu et nu, ce sont des viscosités. Je vous demande de vous référer au cours. Voilà, donc on va calculer ce nombre, qui est un nombre sans dimension, et si le nombre est inférieur à 2300, on dira que le régime il est laminaire, et on va avoir un certain profil de vitesse dans la tuyauterie. Et si le nombre de Reynolds est supérieur à 3000, on va dire que le régime est turbulent. Alors, si on reprend à présent l'équation de Bernoulli, 1/2 de ρv1 carré plus P1 plus ρgh1 égale 1/2 de ρv2 carré plus P2 plus ρgh2 plus delta P. On a vu que delta P c'était la somme de deux types de pertes de charge, les pertes de charge régulières et les pertes de charge singulières. Les pertes de charge régulières, elles sont dues au frottement initié par la viscosité du fluide, sa vitesse, les caractéristiques géométriques de la tuyauterie, tandis que delta, les pertes de charge singulières, elles sont dues aux obstacles qui sont présents sur la tuyauterie, les coudes, des vannes, des dés, des organes des primogènes, etc.
Alors les pertes de charge régulières, comment est-ce que ça se calcule? Il y a plusieurs façons de les calculer. Une première façon, c'est d'utiliser la formule de Darcy-Weisbach, J égale à lambda rho v carré sur 2 fois L sur D. Et pour calculer, donc rho, ben, c'est donné, hein, c'est la masse volumique du fluide qui circule dans le tuyau, V c'est sa vitesse moyenne, L c'est la longueur de la tuyauterie et D son diamètre. Simplement, il y a le lambda. Comment trouver le coefficient lambda dans un écoulement? Eh bien, lambda, il est justement fonction du nombre de Reynolds, c'est pour ça qu'on l'a calculé avant, et du rapport epsilon sur D, epsilon étant la rugosité interne. Pour calculer le lambda, eh bien, en régime laminaire, c'est-à-dire pour le nombre de Reynolds quand il sera inférieur à 2000, on prendra lambda égale 64 sur RE, 64 sur le nombre de Reynolds, c'est ce qu'on appelle la formule de Poiseuil. Si le nombre de Reynolds est compris entre 2000 et 10 puissance 5, on va être ce qu'on appelle un écoulement turbulent lisse, et on prendra la formule de Biasus, lambda égale 1 sur racine quatrième de 100 fois le nombre de Reynolds. Et si le nombre de Reynolds est supérieur à 10 puissance 5, on prendra la formule de Blench pour un écoulement turbulent rugueux, où lambda sera égal à 0,79 fois racine de epsilon sur d. Bon, ça c'est des formules empiriques, elles n'ont jamais été démontrées, elles ont été mesurées, validées, et on sait qu'elles marchent. Une autre façon de calculer le coefficient lambda, c'est d'utiliser la formule de Colebrook-White. C'est une formule qui est utilisée dans beaucoup de logiciels. Elle nous dit qu'on a 1 sur racine de lambda qui est égal à moins 2 log fois epsilon sur d sur 3,7 plus 2,51 sur RE fois racine de lambda. Donc cette formule elle va être appliquée pour le nombre de Reynolds supérieur à 2000. On voit que dans cette équation, dans chaque membre, on a racine de lambda, mais qui n'est pas mis exactement sous la même forme. Ça veut dire que c'est une équation qu'on va résoudre. Elle est de type transcendante, donc on va la résoudre avec un algorithme de Newton-Raphson, par exemple. Mais tout ça, c'est intégré dans les logiciels ou bien dans la fonction valeur cible de Excel. Alors, si on n'a pas la formule sous la main et puis qu'on n'a pas de logiciel, on peut trouver cette valeur de lambda. Ça a été mis dans ce qu'on appelle le diagramme de Moody, où si on connaît le nombre de Reynolds, enfin c'est pas si, c'est il faut connaître le nombre de Reynolds, il faut connaître le rapport epsilon sur D, donc le epsilon qu'on a vu dans le tableau précédemment, plus le diamètre de la tuyauterie. On voit que sur cet abac, la flèche bleue qui monte, elle est sur le nombre de Reynolds, qui est connu. Le rapport epsilon sur D, il est sur la courbe rouge du réseau de courbes. Et on va regarder sur l'axe des lambda à quelle valeur correspond l'intersection entre le nombre de Reynolds et puis le rapport epsilon sur D. Et on peut calculer comme ça graphiquement la valeur de lambda, qui est une bonne approximation. Si on fait les choses proprement, on arrive à avoir quelque chose relativement précis sur lambda. Voilà à titre d'exemple quelques valeurs de rugosité absolue qu'on peut trouver pour différents types de matériaux qui constitueraient une conduite. Donc on voit que cette rugosité epsilon elle est très variable puisqu'elle va de 0,0015 je crois, oui, voire lisse pour le verre où c'est plus spécifié, hein. Donc dans le domaine pharmaceutique on est beaucoup avec des industrialisations avec du verre, des équipements en verre, donc il faut aller chercher les éléments là où ils sont et puis on va jusqu'à 3. Donc une très grande variabilité, d'autant plus qu'il faut prendre en compte qu'au cours du temps, une tuyauterie, elle peut s'user à l'intérieur. Donc voilà, il faut être prudent avec ce paramètre et puis faire une bonne estimation au bon moment pour faire un calcul. Mais au moins on a une base dans ce tableau.